Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h. Elle permet aux journalistes de la presse nationale de porter un regard critique sur l'actualité qu'ils traitent au quotidien à travers des décryptages, des analyses et des commentaires. Alors pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit de la crise du système éducatif burkinabé, des résultats du programme Pésimètre, de la visite de l'émir du Qatar au Burkina Faso et enfin du retour de Tahirou Barry à l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, alors sur les 4 sujets, tous concernent l'actualité nationale. Et pour en débattre, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit donc de Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour, salut. Nous avons avec nous Boukari Woba du bimensuel La Mutation. Bonjour. Bonjour. Sur ce plateau, Paul Miki Rwamba de Waka FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Et enfin, Inoussa Drago de l'hebdomadaire à Bendre. Bonjour. Bonjour Sagnon. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis le mois d'octobre, on peut le dire, le monde de l'éducation est constamment secoué par des grèves à répétition organisées par la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Elle demande dans sa plateforme l'adoption des statuts valorisants des personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif et la valorisation de la fonction enseignante. On peut dire que c'est une crise qui s'est durcie au fil du temps et qui risque de compromettre l'année scolaire en cours. Alors, vous suivez donc tout ce qui se passe dans ce secteur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce bras de fer finalement entre l'État et les syndicats d'enseignants? Inoussa. Oui, ce n'est pas un phénomène nouveau. Du reste, tous ceux qui disent les médias savent que depuis plusieurs années, le système éducatif burkinabé est en crise et l'ensemble des problèmes que nous vivons aujourd'hui ont plus ou moins été abordés dans les différents médias qui traitent toujours de ces actualités-là. Moi, ce qui me cœur dans cette situation, ce n'est pas le fait de la crise, parce que c'est tout à fait normal qu'entre humains, que dans une société, qu'à un moment donné, il y ait des crises. Mais la préoccupation majeure, c'est la réponse qu'on donne donc à cette crise-là. Que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des syndicats, il y a comme un sentiment de liquider l'avenir de ces enfants-là. Et c'est ça qui est vraiment triste. Parce que pour moi, on peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de points. Mais sur l'essentiel, on doit pouvoir s'entendre. L'essentiel, c'est quoi ici? L'essentiel, c'est sauver l'éducation, le système éducatif burkinabé. Malheureusement, les différents acteurs ne fournissent pas suffisamment d'efforts pour le faire, notamment du côté du gouvernement, où on a l'impression que soit c'est une incapacité de ceux qui gèrent le ministère de l'éducation, ou encore c'est une mauvaise volonté. Sinon, ça ne s'explique pas que depuis tout ce temps, des problèmes soient posés et que des autorités en face soient dans le dilatoire. Pour moi, le ministre mérite son rôle seulement s'il est capable de résoudre les problèmes qui se posent au système éducatif burkinabé. Alors, l'État parle de questions de moyens pour satisfaire donc toutes ces revendications qui sont posées sur la table. Pour moi, c'est un faux problème. Il ne s'agit pas d'argent. Le principal problème aujourd'hui, là, c'est l'humain. Il s'agit des hommes et de leur capacité à pouvoir trouver des problèmes face aux préoccupations et trouver des solutions face aux problèmes qui sont posés. Ce n'est pas un problème d'argent. Tout le monde sait que oui, nous n'avons pas suffisamment de moyens comme il le faut, mais aucun pays dans le monde n'a suffisamment de moyens au point de ne pas savoir quoi en faire pour ainsi ensuite l'investir dans l'éducation. Pour emprunter les termes de Macron, et j'ai dit Macron, de François Hollande, je dirais, moi, président, j'investirai 50% du budget dans l'éducation. C'est un choix politique, c'est un choix stratégique, c'est une question de vision. Si on estime que l'éducation est fondamentale pour notre pays, on décide de miser l'argent qu'il faut. Ce n'est pas un problème d'argent, je suis désolé, mais c'est un problème de capacité à pouvoir manager une crise, à pouvoir trouver des solutions à un problème. Alors,
Paul Miki, est-ce que vous partagez l'avis de Inoussa? Merci Sagnon. Permettez-moi d'abord de souhaiter joyeux Noël à tous les téléspectateurs de la RTB et en particulier aux enseignants qui sont en lutte aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que l'école burkinabé est en crise. Et c'est une crise qui dure depuis plusieurs années maintenant. Mais nous sommes arrivés à un moment où les enseignants ont décidé de passer à la vitesse supérieure, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres travailleurs, d'autres fonctionnaires de par le passé, pour obtenir gain de cause. Et à mon avis, le moment est peut-être mal choisi parce que nous sommes en pleine période scolaire et ensuite, comme l'a dit Inoussa tout à l'heure, c'est l'éducation, c'est-à-dire les enfants, les premiers bénéficiaires de ce système qui sont un peu pris en otage dans ce bras de fer entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement du Burkina. Alors le problème, à mon avis, il est ancien. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, lorsque les enseignants parlent de revalorisation de leurs fonctions, nous, en tant que journalistes, on a été plusieurs fois interpellés par les enseignants. On est également au courant que l'école, ça ne va pas du tout et que les enseignants ont besoin d'une meilleure considération pour être au mieux de leur forme dans les salles de classe et tout. Mais aujourd'hui, on a l'impression que toutes les revendications sont venues à un moment où le gouvernement même est à la croisée des chemins en ce qui concerne la recherche de solutions pour l'ensemble des crises que le Burkina a connues. Parce que ça vient s'ajouter à un certain nombre de revendications sociales que les partenaires sociaux, comme l'appelle le gouvernement, ont revendiqué, en tout cas, il y a eu beaucoup de grèves. Ça vient s'ajouter à l'ensemble de ces grèves que l'on a connues, donc ça fait un peu trop. En même temps, il faut, comme l'a dit, nous savons aussi trouver les vraies solutions. Et les vraies solutions, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi le dialogue. Et la bonne nouvelle dans cette situation, c'est que lorsqu'on écoute le ministre de l'Éducation nationale, il dit que le dialogue n'est pas rompu et que les concertations sont en cours, mais on a l'impression que les syndicats n'ont pas confiance. La preuve, c'est qu'ils ont décidé de reconduire ce mouvement que l'on a connu. Alors nous sommes actuellement en congé de Noël, et juste à la rentrée, dès le 9 janvier, il y a une autre grève qui est annoncée. Ça pour dire que le problème n'est pas réglé et que le trimestre qu'on a pratiquement perdu, parce que le premier trimestre est pratiquement perdu, et les élèves sont allés en congé sans avoir les évaluations. Ils l'ont même réclamé au niveau du ministère de l'Éducation nationale le mardi dernier. Donc tout ça mis ensemble, ça montre que rien ne va. Donc il faut trouver vraiment les vraies thérapies. Et les vraies thérapies, alors, est-ce que vous pensez, comme Inoussa, que c'est un problème de choix politique, que peut-être ce n'est pas le moyen qui manque à l'État pour résoudre cette crise? Il y a un peu de tout ça. Il y a les deux, à mon avis. C'est un problème de choix politique parce que, comme je l'ai dit, le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Donc ça fait qu'il aurait fallu anticiper sur certaines situations parce que les enseignants, effectivement, leurs revendications, à mon avis, sont très pertinentes. Ils ont besoin d'avoir un statut assez revalorisant. Mais du côté du gouvernement, je crois que très rapidement, le réflexe aurait consisté à faire l'état des lieux. Lorsqu'on parle de revalorisation, c'est vrai, on dit tout de suite, c'est pas un problème d'argent, mais ça renvoie justement à de l'argent, parce que lorsqu'on parle de cette revalorisation, figurez-vous que ça fait une masse d'argent. Je crois qu'on aurait pu rapidement faire le calcul et puis montrer au Burkinabé ce que ça nous coûte, ce que ça coûte au budget de l'État si on accède à ces revendications des enseignants. Et on soumet toutes ces revendications à l'arbitrage du public parce que pour moi, la vraie solution de cette situation viendra de la transparence. Tant qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de ce genre de crise, personne n'aura confiance. Les syndicats n'auront jamais confiance au gouvernement. Le gouvernement également n'aura pas confiance aux syndicats et le réflexe tout le temps, c'est de dire qu'il s'agit de syndicats manipulés. On a malheureusement un gouvernement qui est passé maître dans les accusations. Lorsqu'il y a une crise, on dit qu'il y a une manipulation derrière, alors que les revendications des enseignants sont assez pertinentes. D'ailleurs, je crois qu'au-delà de ce qui a été mis dans la plateforme revendicative, dans le préavis également, il y a bien d'autres revendications qui sont, à mon avis, assez pertinentes, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le gouvernement continue de recruter des enseignants, les envoyer en province, loin de Ouagadougou, ils sont en activité pendant 11 mois, 1 an et plus, sans mandatement, c'est-à-dire sans salaire. C'est assez sérieux comme problème. D'accord, on va écouter donc l'avis de Woba sur cette question. Question de choix politique, question de moyens. Alors, comment vous percevez cette crise du système éducatif? Bien sûr que c'est plusieurs problèmes à la fois, ce qui en fait en même temps une crise structurelle. Parce que c'est déjà important qu'on se comprenne sur la nature de la crise, sur son ampleur, et qu'on puisse envisager les solutions. On ne peut pas voir ça comme un problème ponctuel qui est posé et qu'il faut apporter une solution à ce problème-là et puis on continue. Ça va faire que tous les ministres qui vont se succéder dans ce département-là vont passer leur temps à résoudre ces crises-là qui sont ponctuelles mais répétitives. Donc il faut l'inscrire dans une sorte de crise structurelle
pour pouvoir apporter des solutions structurelles. Donc ça veut dire aujourd'hui, notre système éducatif est tout simplement en crise. On connaît déjà les crises universitaires qui sont installées depuis plus d'une dizaine d'années. On n'arrive jamais à apporter des solutions, mais permettez-moi de vous dire que c'est encore plus facile de résoudre une crise universitaire que de résoudre le problème de l'éducation à la base. Si réellement on laisse la crise s'installer dans le système éducatif, dans l'enseignement de base, jusqu'au secondaire, vous allez voir que la crise va être beaucoup plus importante, plus difficile à résoudre que les crises universitaires que nous avons toujours connues. Donc là, il y avait notamment une interpellation à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de la communauté éducative dans son ensemble, à ce qu'il puisse avoir effectivement un dialogue franc et qu'on décide à un moment donné d'apporter des solutions structurelles à cette crise que nous vivons. À la date d'aujourd'hui, les enseignants sont toujours dans leur logique de poursuivre avec la grève depuis octobre, 48 heures. 72 heures, 96 heures, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois que la crise, on est véritablement installé là-dedans. On a vu que le ministre est pratiquement dépassé, donc les préavis même sont déposés à l'intention du chef de l'État. Je crois que là, ça veut dire que la crise elle est suffisamment importante et qu'il va falloir qu'on s'y mette très au sérieux pour apporter les solutions. Oui, mais quelle peut justement être cette solution? Est-ce qu'il faut que les enseignants mettent un peu d'eau dans leur vin et que le gouvernement aussi fasse des efforts pour pouvoir... Chacun va devoir mettre un peu d'eau dans son vin. Je suis persuadé que les revendications qui sont posées, ce n'est pas demain que le gouvernement va pouvoir apporter toutes les solutions à la plateforme revendicative qui est là. Rien qu'en parlant de la revalorisation du statut de l'enseignant, c'est pas en un clic de doigt qu'on résout ça. C'est une discussion qui peut commencer aujourd'hui et s'achever dans 2 ans, dans 3 ans, voire plus. Mais au moins, il faut qu'on commence. Donc, c'est le fait d'avoir le principe même que ces revendications-là sont fondées et qu'effectivement le gouvernement s'engage à les résoudre, dans quel délai, avec quel calendrier, c'est de ça il est question. Or, pour en arriver là, il faut déjà qu'on puisse avoir une discussion franche. Il faut qu'on accepte la plateforme revendicative et qu'on commence la discussion. Ça ne devrait pas être quand même difficile. Qu'on se dit, bon, écoutez, au regard de votre plateforme revendicative, on pense que tel point, effectivement, il est pertinent. Nous allons vous faire des propositions, mais à la date d'aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de propositions par rapport à cette plateforme revendicative qui est déposée. Ok, en tout cas, pour ces grèves, on voit le plus souvent aussi des élèves qui manifestent, en tout cas à travers des mouvements, des grèves, en tout cas leur soutien donc, à ces enseignants parce qu'il y a beaucoup de suspensions donc notamment des évaluations. Alors, Dabadi, quel regard vous portez sur cette crise? Ok. Excusez-moi pour ma voix, j'ai la voix assez rouillée. Compte tenu du temps que nous traversons actuellement. Je voudrais d'abord, comme qui souhaiter joyeux Noël effectivement à l'ensemble des Burkinabés et aux téléspectateurs de la RTB. Par rapport à cette crise, je pense qu'elle n'est pas si différente, quelques exceptions près, de ce que nous avons vécu ailleurs. Dans les autres départements, vous savez que les grèves ont duré au sein de certains ministères et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au sein du MENA. Alors, ce qui fait que pour le MENA, on a le sentiment que la situation est plus grave, c'est parce que ça concerne des êtres fragiles, des êtres sur lesquels repose l'avenir de la nation, les élèves. Alors, du coup, la question est assez sensible. Et c'est là que je rejoins un peu Miki pour dire que dans cette bataille de l'EFA, si on peut dire ainsi, mais c'est les enfants qui payent les pots cassés, même si aujourd'hui, ils semblent soutenir effectivement les enseignants, mais en fin de compte, c'est eux qui risquent de payer le tribut. Et moi, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un dialogue franc et qu'il y ait des propositions assez intéressantes et qu'il n'y ait pas aussi l'esprit de maximalisme, parce que le plus souvent aussi c'est ça. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu, les revendications des syndicats ont pris une autre forme. Ce n'est plus comme avant où on revendiquait des choses assez simples. Aujourd'hui, quand vous regardez, soit c'est un statut particulier, soit c'est en tout cas une nouvelle catégorie, si on peut le dire ainsi. Et donc, du coup, le gouvernement lui-même, à mon avis, est perdu par rapport à ce qui se passe. Mais encore une fois, il est responsable de ce qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, les anciens durcissent le temps parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont victimes d'une sorte de poids de mesure. Il y en a qui ont revendiqué avant eux, ils ont obtenu gain de cause. Pourquoi aller tout, le gouvernement traîne les pieds.
Vous voyez. Alors, donc, dès qu'on a à l'esprit qu'on n'est pas traité sur le même pied que les autres, on a tendance, effectivement, à être plus déterminé dans la lutte. Mais il faut dire que cette crise-là, je trouve qu'elle est assez structurée, comme certains l'ont dit, en fait. Il faut dire que depuis que nous avons accepté d'adopter les passes, mais on a accepté aussi la liquidation du système éducatif. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut une thérapie de choc pour que notre système éducatif soit à la hauteur de nos ambitions et de nos attentes. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agira pas d'apporter quelques solutions et croire que le problème est résolu. Ce n'est pas possible. Regardez aujourd'hui tous les ministres qui se sont succédés au niveau de ce département. Mais ils ont tous eu des problèmes. Non seulement parce que c'est un secteur où les fonctionnaires sont assez nombreux, et donc par conséquent, lorsqu'il y a une décision à prendre, lorsqu'il y a une décision à prendre, elle ne peut pas être prise à la légère. Vous n'avez pas affaire à 200, 500 000 personnes. Non, c'est plus que ça. Et donc la question doit être examinée avec beaucoup plus de profondeur. Donc je pense qu'il appartient effectivement, à mon avis, au gouvernement de proposer des solutions durables. Pour moi, c'est ce qu'il faut. Et aux syndicats aussi, de comprendre l'esprit qui est de préserver quand même l'essentiel. Sinon, en fin de compte, s'ils sont satisfaits, les syndicalistes sont satisfaits, et que l'avenir des élèves n'est plus au rendez-vous, et bien du coup, je ne sais pas à quoi ça va servir. Et donc, je pense qu'ici, les deux parties ont des efforts à faire. Il faut qu'il y ait un dialogue franc. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils disent que non, les acteurs en face peut-être c'est du dilatoire, ils font, non, je pense que ça dépasse les acteurs qui sont en face d'eux. Aujourd'hui, même le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas prendre une décision qui va être tout de suite appliquée. À ce qui concerne cette revendication, ce n'est pas possible. C'est une question de gouvernement. Ça veut dire qu'au sein du gouvernement, il faut que... Il y a les finances qui doivent parler, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'il ne s'agit pas des petits boîtes d'écrans qui on peut donner de gauche à droite et le problème est résolu. Le problème est assez profond et la crise est assez grave. Et je pense qu'il faut des solutions durables, des solutions qui sont à la hauteur aussi de la crise. Comme ça, on parviendra effectivement à faire effectivement ce mouvement. Sinon, on pourra peut-être trouver des mesurettes. Et on va passer quelques temps, mais le problème va demeurer. Parce qu'on n'aura pas résolu le problème en profondeur. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Sinon, on va peut-être... oui, pour... Je voudrais dire que peut-être en termes de réaction ou en termes de solution, on a cette idée de continuum que l'on avait mise en place et puis on a mis ensemble les deux ministères. À mon avis, tout le problème part de là. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, vous l'avez rappelé ici, à lui seul regroupe environ 60% des fonctionnaires du Burkina. Alors, moi, je pense que c'est assez lourd pour un seul ministère de gérer tout cela. Est-ce que c'était le bon choix aujourd'hui d'avoir fait cette scission et d'avoir cette fusion et puis d'avoir mis tout sous le dos d'un seul ministère, tout ce personnel est dirigé par un seul DRH? Je crois que c'est assez lourd. Peut-être qu'il faut trouver les solutions pour que ça soit assez beaucoup facile à gérer. Parce que bon, aujourd'hui, on jette tout de suite la balle dans le camp du ministre de l'Éducation nationale. Alors que bon, toute cette charge est sur lui. C'est vrai, comme Damadi l'a rappelé aussi, c'est une question de finances. Il y a d'autres ministères qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut vraiment trouver la solution. Pour moi, il faut peut-être trouver et revoir l'organigramme ou même la nature, le fonctionnement de ce ministère-là, afin que ça ne s'écroule pas un jour. Oui, très rapidement. Ce que je vois par rapport à notre système éducatif, véritablement, voici un secteur dans lequel il faut réellement réinventer la roue. On dit souvent ne réinventons pas la roue, mais je vois que toutes les solutions qu'on a pu colmater par-ci par-là n'ont rien donné et il faut qu'on s'assied pour réfléchir justement à notre système éducatif et proposer quelque chose de nouveau. Sinon, on ne va pas s'en sortir et je crains fort que les années à venir, tout notre système éducatif ne tombe dans une crise dans laquelle on ne va pas s'en sortir et c'est le système tout entier qui risque de s'écrouler. Ok, oui. Moi je pense que il faut qu'on fasse la différence entre deux choses. La résolution de la crise actuelle du système éducatif est un problème à part et la résolution du problème même de l'éducation burkinabé aussi est à part. Parce que pour moi, il faut résoudre la crise qui est de sauver l'année en cours. Et pour ça,
il faut, comme je l'ai dit, des hommes. Il faut que les gens acceptent de dialoguer. Et il faut que le ministre, notamment en charge de l'éducation, joue pleinement son rôle et prenne vraiment au sérieux son rôle dans cette situation-là. Et pour ce qui est maintenant de la situation globale, de la situation de l'éducation au Burkina, que du reste, la commission d'enquête parlementaire a dépeint avec beaucoup d'engagement de mon point de vue, est aussi un autre problème qui incombe à l'ensemble des Burkinabés. Que vous soyez parti politique, opposition, organisation de la société civile, etc., parents d'élèves, que tout le monde puisse mettre sa main à la pâte afin que nous puissions sauver notre système éducatif de façon globale. Donc, c'est deux problèmes différents à mon niveau. D'accord. Alors, on va rester dans le domaine pour parler de ce qui s'est passé en début de semaine à Saponé avec des élèves qui n'ont pas grévé cette fois-ci, qui ne sont pas allés en grève, on va le dire comme ça, pour soutenir des enseignants, mais pour que la commune qui a été mise sous délégation spéciale puisse être en tout cas une commune normale. Est-ce que vous avez compris cette décision, en tout cas cette grève des élèves de Saponé pour soutenir la commune, si on peut le dire? Babadi. Non, moi je pense que par rapport à ce sujet, il faut être clair, il faut appeler le chat par son nom. C'est clair que c'est des élèves qui ont été manipulés. C'est aussi simple que cela, parce que la crise de Saponé ne date pas d'aujourd'hui. Et avant, on n'a pas vu ces élèves-là sortir dire aux acteurs en présence, pour dire, bon, écoutez, il faut trouver une solution à votre prix, sinon, voilà ce qui va arriver. Et les élèves n'étaient pas sortis jusque-là. C'est parce qu'on a dissous le conseil que des gens ont trouvé que c'était inadmissible. Et comme sur le plan politique, certainement, ils n'ont plus assez de partisans qu'il faut mobiliser. Donc, il fallait courir aux élèves les plus faciles à manipuler. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que si nous allons dans ce système, ça va être très dangereux pour notre système éducatif. Ça va être très dangereux même pour la formation et l'éducation de nos enfants. Donc, je pense qu'il faut rappeler les gens ici à l'ordre, que chacun joue son rôle. Si on est politicien et qu'il y a un problème politique qui est posé, que les politiciens soient en mesure de trouver des solutions durables à leurs problèmes. Et non vouloir instrumentaliser des enfants pour assouvir leurs fins. Je pense que c'est assez triste quand même ce qu'on a pu constater. D'accord. Alors, Oba, vous pensez que c'est de l'instrumentalisation à Saponé, des élèves qui... Parce qu'à Saponé, qui n'est pas instrumentalisé en ces temps-ci-là. Voilà. Ceux qui ont conduit à la dissolution du conseil municipal, je crois qu'il n'est pas encore placé sous délégation spéciale. Ou bien c'est systématique, c'est ça? La partie de la dissolution. C'est acté. Bon, parce que je crois qu'il y a des délais pour mettre en place la délégation spéciale. Donc, pour moi, ceux qui ont manifesté jusqu'à ce qu'on en vienne à cette dissolution du conseil municipal, c'est déjà manipulé. Oui, il y a beaucoup de manipulation. Et quand vous regardez bien qui manipule, c'est des gens au plus haut niveau qui manipulent. Donc, le fait qu'aujourd'hui des élèves se lèvent pour manifester en disant non, il faut rétablir le conseil municipal, pour moi, c'est un fait anecdotique. Ce qui est là et qui est grave, c'est la dissolution tout simplement de ce conseil municipal. Une décision qui ne devait jamais arriver. Ça, c'est suffisamment grave. Qu'on en vienne à dissoudre un conseil municipal parce que des individus se sont levés à aller incendier la mairie, donc on dissout le conseil municipal pour leur donner raison. Mais c'est suffisamment grave. Dès lors qu'on a fait ça, tout devient possible. Tout devient possible. Donc, pour moi, que des élèves soient en train de manifester pour soutenir un maire qu'on a dissous, ça ne m'étonne plus. Et je me dis que tout peut arriver d'ailleurs. Voilà. Comme Roman l'a dit, je crois que le gouvernement a commis ici une faute lourde en prononçant la dissolution du conseil municipal de Saponé. Et en même temps, il a commis une faute lourde en accédant justement à la requête des gens qui précédemment avaient manifesté et qui n'ont pas été inquiétés. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de manipulation des élèves, c'est peut-être vrai, mais comme on l'a dit également, il y a des gens qui ont été manipulés de par le passé pour manifester dans les rues de Saponé. Ils ont été beaucoup plus inciviques que les élèves parce que les élèves ne l'ont pas été. Rappelez-vous, la route a été barrée à plusieurs reprises, aucun policier n'allait dégager la route. Ils ont tabassé des conseils municipaux et qui ont porté plainte et ça n'a rien donné. Ils ont incendié la mairie de Saponé. Bon, on dit qu'il y a une enquête qui est en cours. Certainement, ça ne va rien donner. Donc, il y a eu un laxisme du gouvernement à ce niveau. Alors aujourd'hui, on ne peut pas s'en prendre aux élèves qui ont décidé d'eux-mêmes ou du moins se manipuler par quelqu'un, je n'en sais rien.
Parce que c'est une sorte de continuité. Aujourd'hui, si on doit parler des élèves aussi, il faut qu'on fasse un retour pour parler de ceux qui ont été beaucoup plus inciviques, qui ont posé des actes beaucoup plus criminels, entre guillemets, dans la commune de Sapone. On l'a vu, les enfants, les élèves sont sortis, ils ont dit oui, et ils sont là, depuis un certain temps, ils ont observé, mais cette décision du Conseil des ministres ne sont pas d'accord, et donc ils ont fait seulement une marche pacifique du marché jusqu'à la préfecture où ils ont remis un message au préfet de Sapone avec comme destinataire final le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Je crois que ça s'est passé en l'espace d'une demi-journée et puis les enfants ont repris les cours. Ça aussi c'est le lieu de le rappeler. Ça s'est limité à une demi-journée. On a vu également que 2 jours après, ce sont les ONC qui sont sortis dans la même commune pour manifester. Donc bon, c'est comme ça, et manipulé ou pas, dans tous les cas aujourd'hui. À Sapone. Ouais, c'est ça, c'est dans l'air du temps, les manipulations sont en cours, mais il faut revenir au péché original et c'est la responsabilité du gouvernement qui a fait vraiment une faute lourde en prononçant cette dissolution du conseil municipal. Il aurait fallu seulement rappeler les délinquants je pèse bien mon mot, à l'ordre, plutôt que de permettre ces désordres s'installer et de faire triompher l'incivisme. Aujourd'hui, il est difficile à quelqu'un de faire raisonner quelqu'un qui déconne à Sapone parce qu'on vous prendra l'exemple de ceux qui ont déconné précédemment et qui n'ont pas été inquiétés. D'accord, oui, Inoussa. Je ne partage pas l'avis de ceux qui parlent de manipulation. Il faut à un moment donné qu'on ait le courage de poser le débat dans ce pays et d'arrêter d'accuser les uns et les autres. Je crois que dans ce pays-là, l'histoire nous rappelle que les élèves ont toujours joué un rôle important dans les luttes politiques. Vous prenez le 3 janvier 1966, vous lisez le rôle que les élèves ont joué avec, à l'époque, personnel Jacqueline Kizerbo, les élèves ont été très déterminants le 3 janvier 1966. Quand vous prenez le 17 mai 1983, l'arrestation du Premier ministre Thomas Sankara à l'époque, les élèves ont joué un rôle important pour sa libération. À la suite de l'assassinat de Norbert Zongo dans les années 1998, on a vu le rôle que les élèves ont joué, même dans l'insurrection. Mais personne n'a parlé de manipulation à l'époque. Les élèves sont des citoyens. Ils ont le droit de regarder ce qui se passe à la mairie. Ils sont éminemment politiques, comme l'ensemble des populations du Burkina d'ailleurs. Donc quand ces gens-là prennent leurs responsabilités à un moment donné, face à l'incompétence de certains hommes politiques, il ne faut pas crier à la manipulation. Et je dis, s'ils sont manipulés, oui, ils sont manipulés par leurs intérêts. Parce que la gestion de la commune de Sapone joue aussi sur leur avenir à eux. Et on ne peut pas avoir d'avenir, comme le disait Norbert Zongo, dans un pays qui n'en a pas. A fortiori, on ne peut pas avoir aussi d'avenir dans une commune qui n'a pas d'avenir. Donc il faut poser sereinement le débat et arrêter d'accuser les jeunes. Je pense qu'ils sont en train de prendre leurs responsabilités et cela dénote de la prise de conscience politique dans notre pays. Tout le monde a compris que je peux jouer un rôle important dans ce pays-là. Les enfants, les jeunes qui ont grévé, certains ont plus de 18 ans. Ils ont certainement voté et ils suivent aussi l'actualité. Donc pour moi, le problème ne se situe pas à ce niveau. C'est entre adultes, on est en train de se donner des coups bas, etc., en oubliant les intérêts des populations. Et ce que le gouvernement a fait, les uns et les autres l'ont rappelé, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre. La fièvre est là, il faut résoudre les problèmes. C'est quoi le problème à Sapone? Qui sont les acteurs? Comment nous pouvons discuter pour arriver à des solutions? Mais chaque fois qu'on ne peut pas résoudre les problèmes et qu'on est obligé d'arriver aux solutions extrêmes qui consistent à dissoudre les trucs, on ne fait que reporter les problèmes mais on ne les résout pas. Donc c'est une fuite en avant et il faut que nos autorités se ressaisissent sur ces questions-là. D'accord, s'il y a une réaction, sinon on va continuer parce qu'on est pris par le temps, chacun a pu donner en tout cas son avis sur la question d'Abadi. On va continuer. Non, je pense que c'est clair. Miki l'a dit tout à l'heure. Le problème, quand le problème s'est posé au début, il n'y a pas eu de réaction venant, vous allez dire, du monde associatif ou scolaire. Voyez-vous? Et des uns, effectivement, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, le même qui avait été élu au départ, à un moment donné, avait été dépossédé de son poste et on a réuni notre main. Donc la crise n'a pas commencé par la dissolution. Il y a eu quand même l'élection à 2 reprises. Donc pendant toute cette période, il y a eu des marches. J'ai suivi quand même un peu la crise parce que nous avons un correspondant qui est sur place. Et je peux vous assurer que quand je lisais, mais je disais naturellement que ça, à la loupe vont les choses. Si des sages n'interviennent pas,
c'est clair qu'on va dissoudre le conseil municipal. Pour la simple raison que les acteurs qui sont en prison n'arrivent pas à s'entendre. Et lorsque c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas descendre quelqu'un du ciel pour quand même diriger une petite commune comme celle de Saponé. Et donc la solution, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je suis d'accord avec eux sur un point, le fait que l'État n'a pas joué peut-être le bon rôle dès le début. Lorsqu'il y a faute, il faut sanctionner. Mais lorsqu'il n'y a pas sanction, mais naturellement les gens vont rebeloter. Ou bien ça va encourager d'autres à agir dans d'autres sens. Et malheureusement, c'est ce qu'on a constaté. Jusqu'à ce que des gens aillent brûler une mairie. Mais vous imaginez combien de documents par exemple ont pu être touchés. C'est vrai, on nous dit non, qu'on a pu sauvegarder les documents et tout, mais je n'en suis pas sûr. Le fait même que les locaux soient déjà brûlés, ce n'est pas une bonne chose. Personne n'a véritablement dit grand-chose. Il a fallu que cette décision de l'État tombe, et pour que finalement, on voit des voix qui se lèvent pour dire on n'est pas d'accord. Mais si les acteurs n'arrivent pas à s'entendre, comment on peut résoudre le problème? D'accord. Je pense qu'on ne va pas rester dans ce débat parce que ce n'est pas le point central en tout cas du débat de presse de ce jour. On va progresser dans les débats pour parler donc de la présentation, si on peut le dire ainsi, donc du sondage réalisé dans le cadre du programme Présimètre. C'était vendredi dernier que les résultats ont été publiés donc, par l'ONG Diaconia et le Centre pour la gouvernance démocratique. Les résultats, vous les connaissez. De façon globale, hein, le président du FASO a reçu une note de 4,79 sur 10. Donc pour toutes les actions, en tout cas, qu'il a entreprises depuis le début de son mandat, il y a, voilà, maintenant 2 ans. Vous avez donc vu ce résultat. Alors, quelle analyse vous faites donc des résultats de ce que les Burkinabés attribuent comme note au président du FASO? Woba. Sayon, nous sommes en fin de trimestre scolaire. Supposez que le soir, vous êtes à la maison. Votre petit vient vous présenter, papa, voici mon bulletin, vous prenez, vous regardez, 4,79, bien ce sont combien? 79, oui. Sur 10. Sur 10, quelle va être votre réaction? Mais vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, parce que vous avez mis de l'argent dedans, vous avez mis de l'énergie physique, vous avez beaucoup investi dedans pour avoir des résultats. Mais avec 4 de moyenne, vous n'avez pas le résultat que vous attendez. Donc aujourd'hui, je crois que c'est mon sentiment, et c'est le sentiment de tous les Burkinabés, parce qu'il faut le rappeler souvent, ceux qui nous gouvernent... On verra, hein, parce que c'est pas sûr que autour de la table, ceux qui nous gouvernent, c'est comme nos employés. Voilà, donc on les a placés là pour faire un travail, pour nous donner des résultats. En fin de compte, on se rend compte que véritablement les résultats ne sont pas aussi satisfaisants que ça. En écoutant les différentes analyses, les gens semblent être peut-être un peu mitigés, alors qu'il n'y a pas de quoi être mitigé même. Le résultat n'est même pas du tout mitigé. Parce que les gens disent, bon, on n'est pas loin, parce qu'eux, ils prennent pour référence la note de 5. Mais 5 ne doit pas être la référence. Avoir 5 sur 10, c'est le minimum. C'est le minimum. On est loin du résultat. Donc, on ne peut pas avoir 4,79 et puis dire, bon, écoutez, on est juste à côté. On est à côté de quoi? Ce n'est pas notre référence. Moi, je m'attendais pour le président Roch Marc Christian Kaboré. 9, 8 sur 10, pour avoir une mention bien, très bien. Alors que là, on est vraiment dans une mention pitié. C'est pas bon. Donc, je crois que ça invite le chef de l'État à beaucoup plus de travail. Et ça, c'est la note globale. Quand vous regardez la désagrégation des résultats, parce que des questions spécifiques ont été posées, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout encourageant. Notamment cette question qui demande aux gens, est-ce que vous croyez qu'on adopte, on est dans la bonne direction? Et à ce niveau aussi, le président n'atteint pas les 50%, autour de 46%, je crois, des Burkinabés qui pensent qu'effectivement on est dans la bonne direction. Mais ça veut dire qu'il n'y a même pas 50% des Burkinabés qui pensent que bon, aujourd'hui ça ne va pas, mais au moins le chemin sur lequel nous sommes là, c'est le bon chemin et que demain sera meilleur. Mais ça, c'est encore plus décourageant. C'est infligeant de ma part de se rendre compte que dans un sondage qui a concerné quoi, un peu plus de 1000 personnes, voilà, 1500 personnes, on n'arrive pas effectivement à avoir 50% de ces personnes-là, parce que je suppose que l'échantillon il est aléatoire et que ça concerne aussi bien les militants MPP, les non-militants MPP, les politiciens, les non-politiciens, c'est tout le monde. On a pris des gens, voilà, au pif comme ça, donc on devait pouvoir
avoir au moins 50% de Burkinabés qui pensent qu'aujourd'hui, on n'est pas content des résultats, mais la trajectoire sur laquelle le président et son gouvernement se situent ou nous conduisent là, on est sur le bon chemin. Malheureusement, là aussi, on n'est pas... On va écouter Paul Miki sur ce résultat. Je voudrais d'abord saluer cette idée du Centre pour la gouvernance démocratique et son partenaire Diaconia, parce que c'est vrai qu'il est important que nous nous inscrivions désormais dans cette idée de sondage. Le sondage, pour moi, ça permet non seulement au Burkinabé lambda de pouvoir s'exprimer sur la façon dont les affaires publiques sont gérées par nos dirigeants, c'est assez important. Ça permet également aux dirigeants de prendre le résultat comme une sorte de miroir pour dire, voilà, à l'instant T, ce que nous représentons aux yeux de nos mandats. C'est assez important. Alors, 2 ans du président Roch Marc Christian Kaboré, comme on l'a dit, 4,79 sur 10, ce n'est pas une bonne note. Alors, à l'école primaire, lorsque, évidemment, on vous envoie une telle note en tant que parent d'élève, généralement, si c'était dans l'ancien temps, c'était la chicotte. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Le plus important pour moi, c'est que le chef de l'État doit prendre ça comme, j'allais dire, une sorte de référence. C'est un document de travail. Il doit prendre les résultats avec beaucoup de philosophie et puis voir les points où il a en tout cas fléchi, où les Burkinabés ne sont pas satisfaits, pour faire en sorte que son score soit amélioré. C'est aussi ça l'intérêt des sondages. Ce n'est pas une question de mettre, j'allais dire, en ballottage ou de mettre en difficulté le régime en place. C'est une sorte de miroir. Je sais que si la note avait été bonne, vous aurez vu que les activistes du MPP allaient plaquer partout. On allait faire une grande campagne de communication autour de cette note. Mais 4,79%, ça passe un peu inaperçu parce que ce n'est pas une note qu'il faut présenter. Mais en même temps, à mon avis, c'était en tout cas un document qu'il faut regarder de près pour pouvoir corriger la gestion des affaires publiques sur le régime Kaboré. Donc c'est une bonne chose et puis moi j'encourage le CGD, son partenaire, de continuer comme ça. Si on peut avoir des sondages annuels, on verra progressivement où est-ce qu'on va avec le système Kaboré jusqu'en 2020 et les Burkinabés sauront tirer les conséquences. D'accord, oui, Inoussa. L'un des enseignements que moi j'ai dit, c'est qu'il faut recadrer la gestion de ce pays, à commencer par, à mon avis, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je crois que quand le Premier ministre Paul Kaba-Kiba est arrivé, il avait parlé d'évaluation de ses ministres. Bon, je ne sais pas si ça a été fait, je ne sais pas si lui-même a été évalué, mais je pense que le travail qu'a fait le CGD et son partenaire Diaconia permet plus ou moins de savoir ce qu'ils valent, non pas à leurs yeux, mais aux yeux des Burkinabés. Parce qu'on a vu le Premier ministre s'auto-congratuler il n'y a pas longtemps en disant qu'ils font un travail formidable. Et ce sondage, même si c'est une photographie à l'instant T d'une situation donnée, nous permet d'avoir donc une idée globale de ce que valent nos dirigeants aux yeux de ceux qui les ont mis là où ils sont. De ce point de vue, je pense que le président Kaboré doit tirer toutes les leçons et tout ce qu'il faut comme leçons pour faire en sorte que ça ne continue pas. Parce que la majorité des Burkinabés ont dit que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Et quand on n'est pas dans la bonne direction, on doit avoir le courage de ne pas poursuivre dans l'erreur. Malheureusement, ce que nos autorités font assez souvent, c'est ça. C'est de poursuivre toujours dans l'erreur, alors qu'on ne fait que leur montrer que rien ne va. Et pour moi, l'une des solutions à prendre, c'est véritablement d'aller vite à un remaniement ministériel. C'est vrai que dans le fond, cela ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais ça permet d'apporter du sang neuf. Et je pense que le gouvernement Thiéba a suffisamment montré ses limites objectives et nous devons avoir le courage politique de dire que nous devons changer de cap et aller vers une autre forme de gouvernance. Alors, est-ce que c'est votre avis, Dabadi? Il faut les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, du sang neuf pour donner un nouveau dynamisme à l'action gouvernementale? Non, en général, effectivement, on réclame quand même des gens qu'il faut à la place qu'il faut, parce que c'est ce qui permet d'avoir des résultats. Mais maintenant, est-ce que les hommes qui sont là sont à la place qu'il faut? On peut en discuter. Et moi, je voudrais tout simplement dire que, savez-vous, voyez-vous, les résultats des sondages ne reflètent toujours pas la réalité sous nos yeux. Mais quand on regarde ces résultats, quand même, j'ai la faiblesse de croire quand même qu'ils reflètent une certaine réalité. Parce que rien qu'à voir déjà les mouvements de grève qui se passent, on comprend déjà que ça ne va pas. Donc vous n'allez pas demander à un gréviste qui n'a pas obtenu satisfaction
et il va vous dire qu'il donne une bonne note au président. C'est quand même impossible. Donc je pense qu'il faut effectivement que les dirigeants aujourd'hui comprennent que ces résultats-là sont à exploiter avec, j'allais dire, beaucoup de sérieux. Quand je dis beaucoup de sérieux, ça veut dire que quelque part, il y a effectivement un sérieux problème. C'est-à-dire que la machine aujourd'hui a des problèmes. Voilà. Et ça, il faut donner, en tout cas, il faut accélérer. Voilà, il faut accélérer. C'est vrai qu'il y a des actions timides qui commencent, mais je trouve que c'est encore fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans la ville de Ouagadougou, des bitumages, dans d'autres localités, on lance. Mais il n'y a pas que ça. Les attentes des populations sont énormes et sont pressantes. Et il faut effectivement poser des actes forts. Je pense que ce qui manque, c'est surtout ça. Parce qu'on a toujours l'impression que, bon, voilà, on veut faire des choses, mais c'est des mesurettes. Voilà, donc on n'est pas, en tout cas, dans un contexte où on pose des actes assez forts qui marquent. Je pense qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin de ça. Les Burkinabés sont devenus, la plupart sont devenus comme Saint Thomas. Il faut voir pour croire. Et donc, ce n'est plus le discours aujourd'hui qu'ils ont tellement entendu et qui peuvent effectivement changer leur façon de voir les choses. Tant que dans l'assiette du citoyen ordinaire, il n'y a pas d'amélioration, mais il ne peut pas vous dire que le pays est bien gouverné. Même si on lui dit, par exemple, qu'on a réalisé tel chiffre ou tel chiffre, ce n'est pas le plus important. Et donc, moi, je pense qu'ici, dans ce contexte-là, il faut que le pouvoir se remette effectivement sérieusement en cause. Parce que la note, elle est assez quand même faible. Et ça veut dire qu'on n'a même pas la moyenne. Voilà, et ça, c'est quand même, c'est une preuve que ça ne va pas. Donc, il faut travailler à améliorer. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais dire que les sondages, j'insiste là-dessus, c'est assez important. C'est vrai que ce n'est pas dans la culture des Burkinabés, mais désormais, il faudrait qu'on tienne compte de ça. J'insiste là-dessus, c'est vraiment féliciter le CGD et Diakonia, féliciter également tous ceux qui ont participé à ce sondage, et même vous, Abouaka Sagnon, merci d'avoir noté ce point dans le débat d'aujourd'hui, parce que c'est important que l'on en parle. Si un journaliste était sorti, par exemple, dire qu'au niveau du régime Kaboré, rien ne va, on dira tout de suite que c'est un aigri ou du moins s'il est un homme politique de l'opposition, quelque chose comme ça. Mais là, c'est un sondage, et un sondage, c'est vraiment scientifique, et ce sont les Burkinabés qui se sont exprimés. Et d'ailleurs, dans le sondage, vous verrez dans les détails que le sondage fait remarquer qu'il n'y a même plus de disparité entre les Burkinabés des villes et des campagnes. Aujourd'hui, tout le monde est suffisamment cultivé. Le Burkina a beaucoup changé. Il n'y a pas de disparité entre hommes-femmes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des éléments nouveaux qu'il faut prendre en compte. Et pour moi, ça reflète la réalité de ce que nous vivons. Et je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette situation pour faire en sorte qu'en 2018, lorsqu'on aura nos sondages, que au moins la moyenne soit atteinte, quoi. Oui. Bon, je crois que c'est la troisième occasion peut-être qu'on a eu pour apprécier, véritablement marquer un arrêt pour apprécier la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré. Et toutes les trois étapes là se ressemblent. On a eu d'abord les 100 jours du président. Les résultats n'étaient pas satisfaisants, mais on nous avait dit, écoutez, 100 jours, c'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant pour apprécier la gouvernance d'un chef d'État et qu'il ne faut surtout pas se comparer à ce qui s'est fait en Europe. Donc on a commenté et on s'est tué. Il y a eu l'an 1. On a commencé à parler, on a dit non, le mandat c'est quand même sur 5 ans. Donc en un an, ça veut dire, vous voyez, on est en train de démarrer, les chantiers sont lancés, c'est sûr. Aujourd'hui, nous sommes à l'an 2 du gouvernement Roch. Je crois qu'on pense toujours qu'il reste encore 3 ans et on pense que véritablement les critiques sont sévères. Mais attendez, alors, à l'an 5, on risque de se retrouver avec 4,79. Non, mais le gouvernement a souvent opposé à ceux, en tout cas, qui le critiquent, l'argument sécuritaire, donc qui a fait changer. Non, moi, pour être objectif, on doit en tenir compte. Ça joue justement dans la capacité du gouvernement à apporter des solutions au plan économique, au plan social et tout ce que vous voulez. Mais là n'est pas véritablement le problème pour moi. Pour moi, le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, tout son pouvoir, a manqué de coach, c'est-à-dire de l'entrée. Vous savez, on le dit, hein, il n'y a pas deux occasions pour impressionner. Or, le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré est entré en fonction à la vitesse 4. Vous imaginez? C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'attaque. Vous, les journalistes, quand vous faites les papiers, vous attaquez, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un moment pour démarrer. On n'a pas senti ça. Et moi, nous sommes à 2 ans de la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré. Et j'ai toujours l'impression d'être en attente de l'entrée en fonction du chef de l'État.
C'est comme s'il n'est pas encore entré en fonction. Et je vais toujours rappeler ce que j'ai toujours dit. Pendant les 100 jours de ROC, pendant les 1 an de ROC, et aujourd'hui pendant les 2 ans de ROC, pour moi ça tient toujours. Être élu le 29 novembre, entrer en fonction le 29 décembre, et attendre le 6 janvier, je crois, pour nommer un premier ministre, prendre tout ce temps pour former un gouvernement, pour moi, on est mal entré. Et depuis qu'on est mal entré, tout va mal. Tout va mal. Et le choix, ça c'est des questions qu'on va dire trop personnelles. Ça fait que je les aborde très personnellement. Le choix de Paul Kaba-Thiba comme Premier ministre, aujourd'hui, ça reste toujours un choix discutable. Le premier jour de sa nomination, je me suis exprimé avec beaucoup de réserve, en disant on attendra de voir, on attendra de voir. Tout le monde était dans l'attente de voir. Ça fait 2 ans que nous attendons de voir. Vous avez nommé un Premier ministre qui a besoin de prendre du temps pour comprendre comment le pays fonctionne, pour connaître et comprendre les hommes, pour découvrir son propre pays. Excusez-moi de le dire. Moi, j'avais dit que je ne suis pas persuadé que Paul Kaba-Thiba connaît le Burkina. Et qu'il aura besoin de temps pour le découvrir. Aujourd'hui, on voit qu'il est en train d'apprendre à connaître le gouvernement. Absolument. Ça fait 2 ans, un gouvernement post-insurrection ne peut pas faire 2 ans sans remaniement. Et je vous dis, ça fait 2 ans, il n'y a pas de remaniement. Ne me dites pas qu'il y a eu changement. Il n'y a jamais eu de changement. Une première fois, parce qu'on avait un gouvernement trop balèze, la sécurité, l'administration territoriale, et dès la formation du gouvernement, nous avons posé cette question, que ce ministère-là, ça n'allait pas. Et peut-être dès le lendemain, il aurait fallu changer. On a attendu 1 an après pour recadrer ça. Et puis après, c'est un ministre qui démissionne et on le remplace par quelqu'un. Donc en 2 ans, il n'y a pas eu de remaniement. Un gouvernement post-insurrectionnel ne peut pas faire 2 ans sans remaniement. Et encore avec ce que nous voyons. Bon, c'est pas... oui. C'est un dernier mot sur... oui, vas-y. D'accord. En fait, je voudrais préciser un élément important. Dabadi Zumbara a soulevé la question des questions sociales, le fait que les Burkinabés ne ressentent pas un certain nombre de choses dans leurs assiettes, etc. Pour moi, ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a des lieux dans lesquels on n'a même pas besoin de montrer aux Burkinabés qu'il n'y a pas l'argent. Vous prenez la question de la corruption aujourd'hui. Personne ne peut me démontrer que la corruption n'est pas réelle dans ce pays. Vous prenez les questions de justice, les gens attendent. Voilà. La meilleure façon de montrer qu'un pays est en train de perdre son âme, c'est quand la justice ne fonctionne absolument pas. Et dans notre cas, c'est déplorable de le dire. Vous prenez que ce soit les dossiers qu'on connaît depuis des années, on nous dit oui, ça évolue, mais il n'y a pas de signal fort. Donc en matière même de gouvernance, on a des problèmes. Ce n'est même pas la question des goudrons, des voies bitumeuses. Non, ça c'est un autre problème. Économiquement, tout le monde sait que ça ne va pas. Mais là où on peut actionner les leviers, il faut le faire. Et ça, c'est au niveau de la gouvernance, la lutte contre la corruption, les questions de justice, les questions de bonne gouvernance et de la réduction du train de vie de l'État. Je terminerai en disant que Simon Compaoré, avant qu'il ne soit nommé ministre, quand ils étaient candidats à la présidentielle, il a dit sur le plateau de BF1 que quand ils arriveront au pouvoir, par rapport à la réduction du train de vie de l'État, ils feront en sorte qu'aucun ministre ne circule à Ouagadougou avec des V8. Et que les V8 ne seront utilisés que quand il s'agira d'aller sur le terrain, là où c'est difficile d'accès avec les petites voitures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le ministre Simon Compaoré lui-même roule en V8. Donc ce sont des choses qu'on voit qui frustrent. Et il faut que ça cesse. Il voyage en premier. Bon, d'accord. Alors, on va noter tout simplement qu'il y a le chef de file de l'opposition aussi qui a été donc jugé, si on peut le dire ici, voilà, et le sondage le concernant. Donc là, il y a 49% en tout cas de Burkinabés qui ne sont pas satisfaits des actions menées par Zéphirin Diabré contre 33% de satisfaits. On n'a pas le temps donc de rentrer dans ce débat, c'est juste l'information qu'on porte. Et on va parler peut-être de quelque chose de plus, pour moi en tout cas, reluisant pour le gouvernement. Le 21 décembre, l'émir du Qatar a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso, une visite marquée par la signature d'un accord de plus de 7 milliards de francs CFA pour la construction d'un centre de radiothérapie du cancer. On peut dire, si je ne m'abuse, en tout cas que c'est un bon point pour le gouvernement. Inoussa.
Oui. À court terme, je pense que c'est une très bonne chose que nous ayons obtenu ce financement de la part de l'EMI du Qatar. Mais quand on analyse l'action diplomatique, on se pose véritablement des questions sur ce que le Burkina gagne. Parce que là, on est allé dans une forme de diplomatie que la plupart des pays africains développent vis-à-vis des pays du Golfe. Beaucoup de pays, quand vous prenez par exemple le Bénin, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Libéria, ont des représentations diplomatiques au Qatar. Mais de plus en plus, les spécialistes nous démontrent que ce sont des diplomates qui vont avec à l'esprit que le Qatar est une grande caisse de dollars et qu'il faut aller travailler à en avoir assez pour son pays. En réalité, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme accord avec le Qatar, qui est quand même le premier producteur de gaz liquéfié dans le monde? Comment nos opérateurs économiques peuvent rentrer en relation avec les opérateurs économiques de ces pays-là pour produire des ressources? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on fait une diplomatie qui consiste à la limite à commander de l'argent, je dis dans la situation actuelle de notre pays, c'est important d'avoir des financements de ce type parce que nous sommes dans le besoin. Mais nous devons nous inscrire en fait dans le long terme en nous demandant quels sont les types de relations que nous pouvons avoir avec ces pays-là, de sorte à ne pas perdre notre âme et tout en faisant en sorte que nos pays gagnent au maximum à travers surtout le comment ils ont fait pour en arriver là, au-delà du fait qu'ils aient le pétrole comme ressource. D'accord, mais il faut noter aussi que pendant donc cette visite, il y a eu des accords sur le renforcement, en tout cas, des relations commerciales entre le Qatar et le Burkina Faso. Dabadi, alors la construction de ce centre. Oui, non, naturellement, c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier que le Burkina aujourd'hui a des chiffres plus élevés en ce qui concerne le cancer, soit de l'utérus, du sein, etc. Et par conséquent, avec nos moyens limités, si on a un partenaire sérieux comme le Qatar, quand je dis sérieux, bien sûr, sur le plan financier, ben, on ne peut pas, en tout cas, voilà, justement, c'est ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le Burkina sur ce point, et pour le pouvoir également, c'est une bonne chose, parce que n'oublions pas quand même qu'en l'espace de 2 mois, pratiquement, le président, ce nouveau régime a reçu quand même 2 personnalités importantes. D'abord Emmanuel Macron et ensuite l'émir du Qatar, qui se déplace rarement. Et donc je pense que sur ce plan également, ça fait, en tout cas, c'est un gain pour le pouvoir en place. Mais il ne faut pas aussi, il ne faut pas être dupe, l'émir de Qatar n'a pas effectué le déplacement à Ouagadougou pour les beaux Jeux de rock Christian Cabo. Ça, il faut se le dire. Et il a bien sûr visé d'autres intérêts, parce que vous savez qu'aujourd'hui, son pays traverse une situation difficile, et d'où l'intérêt de raffermir les relations avec les pays dont les voix portent. Et en la matière, quoi que l'on dise, le Burkina aujourd'hui constitue un phare pour bien de pays. Et de ce point de vue, il est le meilleur porte-étendard pour le Qatar. Et donc, je pense que c'est un partenariat ici que je pourrais qualifier de gagnant-gagnant. D'accord, oui, Paul. Oui, c'est un partenariat gagnant-gagnant, comme le dit Zumbara. Et rappelez-vous que le Qatar a eu récemment des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, le pays est en difficulté avec ses voisins immédiats. Donc, lorsqu'un pays se trouve un peu isolé de cette façon, et on va à l'étranger pour tenter de recruter de nouveaux partenaires. Je crois que c'est dans ça qu'il faut inscrire cette tournée africaine, parce qu'il n'y a pas que le Burkina qui a été visité par l'émir du Qatar. Mais en même temps, on peut dire que c'est des bons points pour la diplomatie burkinabé, parce que c'est une première visite de l'émir du Qatar dans notre pays, ce qui n'est pas rien. Et en passant, il a laissé 7 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. Ils ont renforcé la collaboration commerciale, comme vous l'avez rappelé, avec Doha. Ça, c'est pas rien. On s'engage également au financement de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro. C'est bien. Mais au-delà de ça, est-ce que, comme Inoussa l'a rappelé, ce n'est pas la diplomatie économique ici? Moi, je veux bien voir demain, si jamais le Qatar se retrouve dans le collimateur des États-Unis, que les États-Unis rappellent au Burkina qu'il y a un embargo, comme on l'a fait avec la Corée du Nord. On va nous rappeler tout de suite qu'il faut rompre les relations. Je ne
sait pas dans quelle dynamique sera le Burkina, mais bon, on fait avec parce que nous avons besoin des dollars qui viennent de Qatar parce qu'on a sérieusement de problèmes ici. Mais en même temps, il faut penser aussi à l'avenir. Ça montre un peu également comment nos États sont facilement dominés ou dominables par les grandes puissances. Lorsque ça chauffe, on va, parce que bon, on sait que dans le Conseil des Nations, on a toujours besoin d'avoir des pays alliés. Et allez-y poser la question à la Chine, Taïwan, ils vous diront comment est-ce que la Chine, Taïwan vous dira comment est-ce que c'est important d'avoir des pays alliés, elles qui en cherchent aujourd'hui. Ok, alors au-delà de la construction de ce centre, il y a des questionnements qui se posent sur un autre centre de cancérologie qui est en cours de construction, dont la première pierre a été déposée sous la transition par le Premier ministre de l'époque, Yacouba Isaac Zida. Ça fait un peu de confusion dans la tête de certaines personnes, puisque le nouveau centre va être construit donc à l'hôpital de district de Bokodogo, alors que la première pierre en tout cas de l'autre centre a été posée à l'hôpital de Tengandro, l'hôpital Blaise Compaoré. Woba. Ça c'est justement, je crois que les ministres qui ont en charge ce dossier-là devront pouvoir nous clarifier exactement si ces 7 milliards vont entrer dans la construction de cette première pierre qui a été posée depuis mais qui n'a pratiquement pas été élevée, ou bien si on va avoir droit à 2 centres de cancérologie. Voilà, donc cela est très important. Et pour parler de la visite de l'émir en Soit, même moi je pense que dans mon principe, quand quelqu'un te tend la main, il faut l'attraper. On va me demander, même si c'est le diable, mais en matière de relations internationales, c'est-à-dire les États là, il n'y a pas un État qui est sain. Voilà. Les États-Unis sont tout aussi un diable, la France, diable à sa manière, l'Arabie Saoudite, diable à sa façon, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, chaque pays est diable à sa manière. Le Burkina Faso, il y en a qui nous regardent en diable. Hein. Vous savez ce qu'on a eu à faire il n'y a pas si longtemps que ça. On ne sait pas s'il n'y a pas des choses que nous sommes en train de faire encore aujourd'hui. Donc, en matière de coopération internationale, de relations internationales, c'est comme ça. Les pays ne sont pas sains. Maintenant, les rapports des États, c'est gagnant-gagnant. Vous regardez qu'est-ce que vous gagnez. Aujourd'hui, l'émir en venant ici, nous tous, nous savons qu'il est dans une offensive diplomatique par rapport à la crise qu'il nous pose à son grand ami ou grand ennemi, l'Arabie Saoudite, qui lui a imposé déjà des embargos qui le met en difficulté au plan économique peut-être, et que peut-être ça risque d'être davantage drastique pour ce pays-là. Donc nous, si on peut gagner avec le Qatar, sans pour autant rompre avec l'Arabie Saoudite, bon, à nous aller. Les autres pays aussi font pareil. Hein. Nous, c'est lui qui est venu. Sinon, Macron était lui-même là-bas. Macron est parti, je crois, en début décembre. Il est allé au Qatar, où ils ont signé aussi des accords très importants. Donc, et pourtant, ils sont en même temps avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Voilà. Avec Sarkozy, surtout, la France avait beaucoup gagné avec le Qatar. C'est Hollande qui était venu refroidir un peu ces relations-là, et aujourd'hui, Macron les relance pratiquement. Donc, le Burkina, en étant en accord avec le Qatar, moi je ne crains pas grand-chose, pourvu qu'on y gagne et qu'on fasse aussi attention. Avec tous les pays d'ailleurs, il faut faire attention. Voilà. D'accord. Alors, merci en tout cas pour vos analyses pour ce sujet. On va parler donc du dernier sujet de cette émission. Il s'agit donc du retour, hein, si on peut le dire, de Tahirou Barry, l'ex-ministre de la Culture à l'Assemblée nationale. Il y va, mais il intègre le groupe parlementaire UPC. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez compris, Inoussa? Est-ce qu'il avait véritablement le choix? C'est la question que je me pose, parce qu'après ces différentes sorties et tout ce qu'il a pu dire sur la majorité, je vois comment difficilement mal Tahirou Barry s'est retrouvé encore avec cette même majorité à l'Assemblée nationale. Il y a de l'autre côté aussi le CDP. Je ne sais pas comment il allait se retrouver en tout cas avec le CDP. Donc, globalement, il restait que l'UPC, s'il tenait véritablement à rester droit dans ses bottes, comme il nous a montré depuis sa démission du gouvernement. L'autre aspect qui m'a surpris, c'est le fait qu'il nous a dit après sa démission qu'il n'y a pratiquement pas de problème entre Laurent Gbagbo et lui, et qu'ils s'étaient même retrouvés, ils ont discuté sur un certain nombre de points, et que globalement, il n'y avait véritablement pas de crise. Là, ça nous montre que, bon, il y a crise,
et que Tahirou Barry ne nous avait pas dit la vérité sur cette question. L'autre aspect aussi que je retiens, c'est le fait que, bon, c'est vrai que là, on est dans des groupes parlementaires et qu'il n'a pas changé de parti politique, mais ça aussi, ça peut s'expliquer par le fait que s'il change, il perd son poste de député. Mais Tahirou Barry, qui était un tercériste, qui à un moment donné donnait des relents de sankaristes et qui se retrouve aujourd'hui avec des libéraux, bon, ça me questionne sur le fait que où on situe aujourd'hui le choix idéologique de nos hommes politiques. C'est vrai que certains crient à la mort des idéologies, mais c'est un faux débat. Quand on n'a plus d'idéologie, on n'a plus d'identité politique. Et quand on n'a plus d'identité politique, on n'est pas une personnalité politique qui pèse et qui peut donner de la vision. Et de ce point de vue, je suis surpris donc des choix de Tahirou Barry. Mais bon, c'est son choix et on le respecte. D'accord, très rapidement, on a moins de 2 minutes pour finir l'émission. Paul Miki, en 30 secondes, s'il vous plaît. Je voudrais dire que Tahirou Barry, contrairement à ce que dit Innocent, pour moi, il est resté dans une certaine logique depuis le bout de test qu'il nous a servi en démissionnant du gouvernement du Burkina. Il est resté assez critique. Il a dit il a dit en tout cas avoir géré entre guillemets son différend avec Laurent Gbagbo. La preuve peut-être, il n'a pas démissionné du parent, mais il était dans une dynamique où il fallait se trouver un terrain pour mieux s'exprimer, étant à l'Assemblée nationale. S'il reste dans le groupe parlementaire Burkinloum avec son parti, et qui est un groupe parlementaire de la mouvance, faut-il le rappeler, peut-être qu'il ne serait pas en bonne posture. Il fallait choisir un groupe parlementaire de l'opposition. Il y en a 3. Il a décidé d'aller à l'UPC. Pour moi, c'est un choix libre. Et ça n'empêche pas, parce que l'adhésion à un groupe parlementaire à l'Assemblée ne veut pas dire l'adhésion aux idéaux du parti politique. C'est ça toute la différence. Parce qu'il s'agit là d'un débat politique qu'il faut mener. Un débat. Alors que lui, de par le langage qu'il a tenu en quittant le gouvernement, il faut qu'il soit dans une posture pour poursuivre ce débat. Donc je crois que ce choix justifie. Et on attend de voir justement ce qu'il va dire à l'intérieur de ce groupe parlementaire. Maintenant, est-ce que l'UPC a bien fait donc d'ouvrir ses portes à Barry? Si l'UPC, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de centre d'entrée, c'est bien l'UPC, parce qu'il y a l'UPC RD, donc eux, c'est ceux qui sont partis. Donc perdre et puis gagner, ça fait toujours du bien. Donc l'UPC le reçoit en toute amicalité. Et je pense, voilà, c'est plutôt une bonne chose pour l'UPC. Sinon, pour moi, le choix de Tahirou, ça ne devait surprendre personne. Voilà, au regard du fait même qu'il ne viole aucune loi, parce que la disposition, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le permet, la Constitution le permet, vous vous inscrivez là où vous voulez, et si vous voulez, ne vous inscrivez même pas. Badon lui-même a été non aligné à l'Assemblée nationale, donc Tahirou aurait pu être non aligné. Donc, s'il partait au groupe parlementaire Burkinloum, ça allait même faire confusion. Parce que justement, vous venez de claquer le gouvernement et vous vous retrouvez dans la majorité parlementaire, ça va poser problème. Ou il va être d'ailleurs avec Laurent Gbagbo et peut-être d'autres personnes avec qui, bon voilà, pour moi ça posait problème. Donc, il avait le choix peut-être entre être non inscrit ou aller dans un autre groupe parlementaire. Il a choisi l'UPC. D'accord, oui, le dernier mot pour Dabadi. Je pense que ce n'est pas aussi surprenant que cela, hein, parce que d'abord, il faut dire que l'Assemblée, quand même, c'est le lieu où un homme politique a la possibilité d'opposer des contradictions à ses adversaires. C'est aussi également le lieu où on force un destin national. Et Tahirou Barry, qui rêve d'un destin national, ne va pas quand même se priver d'aller dans cet endroit, d'autant plus qu'il a le droit, comme certains l'ont dit. Donc je pense qu'il y a ça. En dehors de cela, il faut quand même dire que l'Assemblée, un poste électif comme celui des députés, c'est un poste juteux. Parce que ça rapporte gros. Aujourd'hui, il n'est plus au gouvernement. Alors, donc, je pense qu'il y a quand même ces considérations. Maintenant, à son choix pour le groupe politique IPC, et je pense que, bon, comme les uns et les autres l'ont dit, il n'avait pas trop le choix que d'aller dans ce domaine, parce que d'aller dans ce groupe, parce que quand même, ce qu'il a dit, s'il devrait effectivement rejoindre le groupe Burkinloum, on n'allait plus le comprendre. On a dit, mais attendez, il y a un problème. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que le groupe IPC lui fera suffisamment confiance au regard de ce qu'on a vécu par le passé. C'est qu'il a, enfin, on a vu son comportement vis-à-vis de son ancien parti et aussi du gouvernement. Donc la question peut se poser à ce niveau. Mais pour l'instant, je pense que c'est bon à prendre pour l'IPC parce que ce parti, effectivement, a des difficultés.